Benoît Dutertre, la nostalgie des buffets de gare. Alors, pour m'inspirer d'un de mes confrères que vous citez dans ce livre et qui vous recevait dans l'une de ses émissions à propos de votre livre précédent, qui était un roman, L'ordinateur du paradis, Benoît Dutertre. Mais donc, c'était vraiment mieux avant? Oui, oui, on arrive finalement souvent à cette question-là quand j'ai envie de dire quand on parle avec moi parce que on sent quand même que je suis très critique du monde moderne. Mais est-ce que être critique du monde contemporain, c'est forcément être passéiste? Je ne crois pas que ce livre soit spécialement passéiste. Il y a des passages où je parle des plaisirs de filer dans un TGV à travers la Bourgogne à une place confortable qu'on a acheté sur Internet pour presque rien parce qu'on a choisi le bonjour. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des fois où c'est bien aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui étaient mieux avant, je le pense. Je pense que les buffets de gare étaient mieux avant. Je pense que les petites lignes étaient mieux avant. Je pense que le plaisir du voyage en train, du train de nuit, tout ça, c'était mieux avant. Et que voilà. Alors, page 106, il y a justement un tout petit extrait qui, je pense, résume bien votre intention avec ce livre. Vous me direz si je me trompe. La question, selon moi, n'était donc pas d'être progressiste ou passéiste, mais de jeter sur le présent un regard distancié, étranger aux dogmes qui nous gouvernent, y compris ceux d'une modernité devenue aveugle, le changement pour le changement, la vitesse, la communication. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans une époque qui se gargarise du mot changement, comme si le changement était bon par nature. Et moi, il y a une formule qui me plaît beaucoup sur cette notion, c'est-à-dire, c'est dans tout changement, il faut mesurer ce que nous gagnons et ce que nous perdons. Et c'est ce que j'essaie de faire très simplement, très concrètement, à travers mon expérience de voyageur dans ce livre. Donc, qui n'est pas un livre idéologique, c'est vraiment le livre d'un utilisateur du rail qui parfois se renseigne quand même, essaie de comprendre ce qui se passe, surtout quand il est fâché, va sur Internet, et lit des articles, etc. Mais c'est vraiment la traduction d'une expérience concrète et de la façon dont parfois j'ai l'impression que la SNCF s'évertue à me gâcher les voyages et finalement me donnait presque envie de rester chez moi. Il y avait un premier titre de ce petit essai, c'était «Pourquoi je préfère rester chez moi», vous voyez. Mais heureusement, vous sortez de chez vous encore. Alors justement, là, en vous écoutant et puis en vous lisant, je me posais la question que comment vous-même définiriez-vous ce livre? Ça n'est pas vraiment un essai, pas un pamphlet non plus contre la modernité. En même temps, c'est aussi une évocation comme ça, pleine de nostalgie, de poésie, Ouais, ouais, de ouais. la pratique de la SNCF. Quelle définition vous donneriez, vous, Mais de ce ce petit objet livre, littéraire? ce livre, c'est quand même, par certains côtés, d'abord un hommage au voyage en train. C'est vrai que j'ai toujours aimé le voyage en train. Je trouve qu'il y a une magie du train qui fait qu'on ne peut pas dire simplement parce que, pour une question de rentabilité, on va remplacer à tel endroit une ligne de train par une ligne d'autocar. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Il y a Et une c'est spécificité du voyage en train. Le et voyage c'est en train, c'est un voyage qui va du centre d'une ville au centre d'une autre ville, à travers ces merveilleux monuments qu'on appelle les gares. C'est un voyage régulier qui n'est pas interrompu par des feux rouges ou des sens giratoires. C'est un voyage dans lequel on peut se déplacer à pied, dormir, manger, bavarder. C'est quelque chose de très poétique, de très confortable, où on voit le monde défiler, où on peut faire mille choses. Et Mais donc, alors donc c'est ça, ce livre, c'est d'abord, je dirais, une déclaration d'amour. d'amour au Mais train, mais voilà. il y a aussi, du dépit amoureux dans ce Voilà, livre. parce que j'ai l'impression, curieusement, que notre époque est prise dans une étrange contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, elle ne cesse de proclamer qu'il faut défendre les services publics, qu'il faut soutenir le développement durable, donc qu'il faut soutenir le voyage en train qui est le plus écologique, etc. Ça, c'est le discours officiel des politiques, y compris de ceux qui supervisent les chemins de fer. Et dans la réalité, on abandonne le train à une logique purement commerciale, une logique marketing, où les trains se transforment effectivement en marque, où seules les lignes rentables sont conservées, où les petites lignes sont sacrifiées, où tout le côté pratique et spontané du train disparaît parce qu'on est obligé d'avoir réservé son billet, on ne peut plus monter dans un train au dernier moment. Et même pire, aujourd'hui, on n'a même plus le droit de monter un train moins de 2 minutes avant le départ. Donc là, c'est même toute la poésie, vous savez, du type qui attend sa fiancée pour un Des dernier baiser adieux. sur le marchepied ou du type poursuivi par la police. Non, c'est fini ça. 2 minutes avant, vous n'avez plus le droit d'avancer sur le quai. Donc il y a une espèce de travail comme ça, de sape de tous les petits plaisirs qui font que le voyage en train était magique pour devenir simplement, et c'est une des théories du livre, c'est quand même
une théorie derrière ce livre, une chose qui est un peu calquée au fond sur le transport aérien, c'est-à-dire quelques grandes lignes rapides à haute rentabilité, doublées par des lignes low cost pour les pauvres, et puis tout le reste, on laisse tomber, quoi. Oui, puis Jérôme, on peut même encore élargir le propos de ce livre. En fait, par le prisme de la SNCF, vous auscultez notre société et l'époque avec Oui, toutes ces dérives, mais donc notamment le l'obsession rapport. du profit, la tyrannie des marques, l'obsession aussi de la vitesse. Mhm. Et le rapport de l'État avec ses services publics, qui est en France particulièrement tordu. Parce que d'un côté, on est un des pays qui prétend continuer à défendre ses services publics. De l'autre côté, que ce soit pour les trains, que ce soit pour la poste, que ce soit pour les hôpitaux, l'État, au fond, laisse la bride, laisse à des grands administrateurs qui se prennent pour des chefs d'entreprise la liberté de gérer comme ils veulent ces services d'une façon uniquement axée sur la rentabilité. L'État n'intervient pas, l'État laisse faire, l'État laisse démanteler, etc. Donc on prétend qu'on soutient ces services et en même temps on les laisse se décomposer sur le terrain. C'est ce qu'on voit à la SNCF, d'où la colère des usagers au fond, hein, parce qu'on est dans une espèce de mensonge, et la colère des cheminots aussi. On prétend qu'on soutient un grand service d'État. En réalité, on transforme le service d'État en une sorte d'entreprise privée qui porte toujours le label entreprise d'État. Qu'est-ce qui, vous, j'allais dire, dans votre chair d'usager, usager au client, maintenant on parle de client. Moi, je suis pas un client. Moi. Oui. Je veux dire, je suis désolé, je suis toujours un usager. Je considère que la SNCF est toujours un service public. Je suis un usager et j'en ai assez qu'on me parle comme si j'étais un client. Ouais. Alors vous, l'usager, bon auditeur, qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui quand vous prenez le train? Bah, écoutez, faudrait serrer tous les points critiques, hein. Le principal point critique, c'est quand même l'abandon, d'une part, et d'autre part, l'état dans lequel se trouve tout le réseau secondaire. C'est abandon parce qu'on ferme de plus en plus de lignes. Moi, je prends régulièrement le train, par exemple, pour aller dans une petite maison dans les Vosges, la ligne de Nancy à Saint-Dié. Aujourd'hui, régulièrement, le week-end, toutes les lignes qu'on avait l'habitude de prendre sont remplacées par des autocars. Un autocar, c'est pas comme un train. Ça prend 2 fois plus de temps, c'est très inconfortable, etc., etc. Donc, abandon. Et puis, l'état des trains également sur ce réseau secondaire. C'est-à-dire que sur cette même ligne, pendant plusieurs années, on a eu ce qu'on appelait des trains déclassés, qui étaient des trains en fait dans lesquels on avait supprimé la distinction entre les classes, mais c'était des trains qui étaient des trains poubelles, des trains complètement abandonnés, pas entretenus, avec des banquettes trouées, complètement taguées. On avait l'impression que la SNCF n'en avait plus rien à faire de ce réseau secondaire, qui comme par hasard en plus était surtout utilisé par des ouvriers des territoires de la Meurthe-et-Moselle, etc. Bon, donc abandon des trains ou leur remplacement par des trains de seconde catégorie, ce qui est en train d'arriver maintenant, de ces vieux trains poubelles qui heureusement ont disparu. On a une nouvelle génération de trains qui sont des trains dans lesquels on ne peut pas réserver de place, c'est fini. Donc une personne qui a des difficultés ne peut même pas réserver une place parce qu'il n'y a plus tous les services qu'il y avait autrefois dans les trains, qui sont inconfortables, qui font du bruit. Il y a un accoudoir pour 2 personnes quand il y en a un, etc. Oui, alors Gain ça, j'ai de découvert place. en vous lisant, d'un seul coup, là surgit maintenant le principe de l'accoudoir unique. Voilà, parce que c'est le principe de la réduction de la place, que ce soit dans les avions ou dans les trains, qui est une logique absolument continue. Comparé à ces nouveaux trains du réseau secondaire, je veux dire, les trains corail de ma jeunesse, mais ils ont l'air de choses même en seconde classe, des choses extraordinairement spacieuses et confortables. Donc il y a toujours ce gain d'espace. Et il y a encore des projets d'ailleurs de la SNCF dans les TGV de gagner encore de la place dans les voitures. Bon, alors tout ça, c'est quand même très, 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 très déplaisant. Et puis le côté loterie alors, des billets, quoi. On ne sait pas ce que vaut un billet. Vous savez, le principe même du service public, c'était le prix unique du kilomètre. Ouais. C'était l'égalité du citoyen français, d'où qu'il vienne, où qu'il habite, etc., devant le transport public et la possibilité d'acheter des billets de train. Et voilà, Socrate est passé par là. Socrate est passé par là. Socrate achetait justement, comme j'explique, le modèle, c'est l'aérien. Et Socrate, de fait, a été acheté à une compagnie aérienne, American Airlines, qui a fourni ce système de gestion des places, ou alors maintenant, effectivement, c'est selon la loi de l'offre et de la demande. Alors ça peut d'ailleurs avoir des côtés très agréables, on peut trouver des places pas chères quelquefois, mais je n'aime pas non plus le principe. Là, on brouille complètement les pistes du service public et on va surtout vers cette logique qui est là aussi, qui va bien au-delà du train, c'est-à-dire qu'on est sorti d'un système dans lequel disons des prestations, des lignes qui rapportaient de l'argent, devaient s'équilibrer avec d'autres qui coûtaient de l'argent. Aujourd'hui, il faut que chaque
segments du réseau rapportent de l'argent ou disparaissent. Les consignes aussi, la consigne a disparu. Les consignes automatiques ont été sacrifiées à l'origine pour une raison qui pouvait probablement se comprendre à ce moment-là, parce qu'il y avait eu des bombes planquées dans des consignes, et donc pour des raisons de sécurité, à un moment, les consignes ont été condamnées. Et puis cette affaire étant retombée, c'est toujours comme ça en fait. Dans ces grandes réformes, on utilise des arguments de sécurité ou autres. Dans un premier temps, c'est justifié, puis dans un deuxième temps, on s'en sert pour supprimer un service. Et donc, voilà, on les a jamais remises, les consignes automatiques. Donc aujourd'hui, vous arrivez dans une gare n'importe où, vous voulez poser votre valise, aller faire un tour, aller faire des courses, aller visiter la ville. Non, c'est pas possible. Vous êtes coincé avec votre valise, vous pouvez plus rien faire. Il n'y a plus de consignes dans les gares. C'est quand même invraisemblable. C'est quand même plus utile que des galeries marchandes, non? Il y a aussi la course, la chasse à la lenteur, et notamment vous déplorez la disparition des wagons-lits, qui était une façon de voyager le voyage de très nuit, lui, particulière. il a été carrément, supprimé, le voyage de nuit. Peu à peu, les lignes de wagons-lits ont toutes été supprimées. C'était un luxe merveilleux, mais ça fait. Est-ce qu'il faut condamner au nom de la rentabilité toute forme de voyage un peu particulière comme ça, ou est-ce que ça fait pas partie, là encore, de notre civilisation que de pouvoir comme ça délicieusement se coucher le soir à Paris, se lever le matin à Venise, comme ça. Non, ça c'est terminé. Les dernières lignes de train de nuit maintenant sont des lignes couchettes qui vont être peu à peu supprimées parce qu'on veut que tout le monde prenne le TGV et qu'en fait la SNCF ne s'intéresse qu'au réseau rapide. Le reste, c'est les régions qui doivent payer, et si les régions ne payent pas, eh bien tant pis pour vous. Et par contre, c'est là où c'est en plus assez malsain, toujours le modèle aérien, c'est que en même temps que on développe le réseau TGV, que pour qu'il soit confortable, il est quand même très très cher, on développe un sous-réseau TGV low cost à côté, qui vous oblige à partir dans des gares excentrées, hors des villes, en banlieue ou autre, et où vous avez des espèces de places, alors là, sans aucun service, pour pouvoir vous déplacer, là encore, d'un point à un autre du territoire rapidement, puis après vous débrouillez, vous louez une voiture. Voilà. Donc c'est pas ça le train. Le train, c'est pouvoir se déplacer dans un maillage merveilleux de toute la France, de toute l'Europe, d'une ville à une autre, d'un centre-ville à une autre, et voilà, se laisser porter, et d'une façon agréable. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de disparaître. Pourquoi tant de haine contre le TGV, Benoît Dutertre? Non, On a pas l'impression contre, qu'il concentre vraiment pas contre le TGV, toute l'évolution contre de la les SNCF. conséquences du TGV. Fallait-il abandonner le réseau secondaire? Quand je parle de l'alignement du ferroviaire sur l'aérien, c'est par exemple aussi la construction des gares aéroports. Les gares aéroports comme Aix-en-Provence, c'est des gares qui sont hors des villes, à 30 km des villes, et qui ne sont même pas reliées au réseau secondaire. Donc, avouez que moi, j'ai rien contre le TGV, mais j'aimerais bien Ou à la gare même du centre-ville, qui existe toujours la plupart du temps. Je prends beaucoup le TGV, c'est quelquefois très agréable, mais quand j'arrive à la gare d'Aix-TGV, j'aimerais bien pouvoir changer de quai et puis prendre un petit train qui m'emmène à Aix-Centre ou à Marseille. Ah ben non, ça n'existe pas, ça. Non, faut vous débrouiller. Alors donc, on oblige... Alors c'est là où le système est très hypocrite, parce qu'on vous dit... On soutient le train, il faut faire du développement durable, mais on met en place un nouveau système ferroviaire dans lequel vous êtes obligé de prendre la voiture pour prendre le train. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé à la gare, il reste 30 km ou 20 km, et là, il faut louer une voiture, il faut prendre un car, voilà. Je réinsiste, le livre est aussi un livre littéraire à part entière, avec de la poésie et souvent beaucoup d'humour. Il y a un passage qui m'a fait hurler de rire, sur la voiture bar du TGV, et avec ce décalage entre ces cadres le soir qui rentrent confortablement installés dans leur voiture Dans la première classe, TGV, ouais. et puis arrive le moment où on a une petite faim, et là c'est la catastrophe, et on se retrouve là, c'est la file d'attente polonaise en Pologne, dites-vous. au temps du communisme, oui. Tout d'un coup, tous ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires bien sapées, etc., sont tous là en randonnion, dans un couloir sinistre, sans vue même sur l'extérieur, avec un petit hublot comme ça, entre deux murs gris, à attendre leur tour, pendant qu'un pauvre type en flux tendu est là à faire passer les cartes de crédit, les plats à réchauffer, les plats à servir, etc. Type qui travaille en flux tendu d'ailleurs, sans doute, parce que les mêmes hommes d'affaires et femmes d'affaires qui sont en train d'attendre considèrent que c'est la meilleure façon de gérer une entreprise moderne. Et là, c'est vrai que c'est un peu déprimant. C'est vrai que les voitures-restaurants, c'était quand même un peu mieux que ça, il me semble. Au moins, on pouvait, même si c'était pas toujours très bon, on pouvait s'asseoir, on pouvait lire le journal, on pouvait patienter. Non, là, on est dans le monde du flux tendu et du self-service partout. Et donc la traque permanente à la poésie, ce qui pouvait amener de la poésie, de l'imprévu. Via la sécurité aussi, Ouais. parce qu'il faut que tout soit prévu, justement. C'est un des principes de notre époque, c'est le principe de précaution, n'est-ce pas? Et donc ça s'applique aussi dans les trains. Donc les gestionnaires, les administrateurs de nos trains ont tellement peur
comme tout le monde, du procès de l'avocat, etc., qu'il faut tout prévoir, tout devancer. Donc, déjà, la liste d'annonces, quand vous prenez un TGV, ça devient un truc mais infernal, mais Oui, là, gaguesque, quoi. un passage très drôle du livre. Alors, le type commence par vous dire son prénom, il est votre chef de bord, etc. Bon, on s'en fiche complètement. Et après, il vous explique qu'il ne faut pas descendre du train en marche, au cas où. Hein, au cas où. Et puis, On aurait cette tentation. qu'il faut que les bagages soient étiquetés. Là, je me demande si c'est pas, il prépare pas l'époque où le deuxième bagage deviendra payant, etc. Comme dans les avions. Voilà. C'est un parallèle Exactement sur comme dans les lequel avions. vous Bientôt, il y aura revenez des démonstrations de sécurité. Il y a un défibrillateur cardiaque. Enfin, tout ça n'en finit pas, n'en finit pas. Et quand c'est fini, ça recommence avec l'annonce de la voiture bar. Bon, voilà, alors, le pauvre type qui essaie de dormir pendant ce temps-là ou de bouquiner tranquillement, bah, il prend son mal en patience, surtout quand cette litanie d'annonces doit recommencer à chaque arrêt du train de la même façon et parfois doublé en anglais. Vous prenez encore du plaisir à prendre le train, parce que quand on vous écoute, on peut se dire, oh là là, mais c'est devenu un enfer pour ce Mais pauvre non, j'adore Benoît le train. Dutertre. Pour moi, c'est le plus beau moyen de transport. C'est celui que j'aime, c'est le plus confortable, celui où je peux travailler, rêver. Donc, je vais vous dire, c'est triste à dire, mais même pas très bien. Même avec tous ces défauts, je préfère encore le train à la voiture et à l'autocar. Le problème, c'est que non seulement on a dégradé les trains, mais qu'en plus, justement, on veut maintenant nous les supprimer pour les remplacer par des autocars sur toute une quantité de liaisons. Alors ça, je trouve ça franchement déprimant, parce que là, une chose est certaine, c'est que je ne remplacerai pas le train par l'autocar. Moi, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, non, le train a encore des bons moments. Et puis, je le redis, dans le TGV, dans certaines conditions, on fait aussi des très très beaux voyages. Mais fallait-il abandonner tout le réseau secondaire, tout le côté pratique, simple, accessible du train, tout ce qui faisait que, voilà, c'est lui qui, d'une certaine façon, dessinait le territoire et nous permettait de nous déplacer agréablement. Non, je pense que ça ne devait pas être sacrifié au nom d'une certaine conception de l'économie qui est d'autant plus douteuse que finalement, elle aboutit à nous révéler que la SNCF est quasiment en faillite. Eh bien, bon voyage, usager Benoît Dutertre. Merci beaucoup.